Monsieur le député Jean Talon, pour 12 minutes 52 secondes, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est un exercice de transparence important. Merci beaucoup aussi à tous les intervenants, les gens du ministère et les intervenants de la justice. J'aimerais vous amener à la réponse 57 des demandes de renseignements particuliers du troisième groupe d'opposition à propos des demandes nolle prosequi, c'est-à-dire lorsque la direction des poursuites civiles et pénales décide elle-même de ne pas procéder, de retirer une accusation. On note, est-ce que le ministre peut confirmer l'information qui s'y trouve, c'est-à-dire qu'il y a eu 238 telles demandes déposées par la direction des poursuites civiles et pénales? Oui, criminelles et pénales, effectivement, en matière de nolle prosequi, le directeur des poursuites criminelles et pénales, par le biais de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales, déposé 238 nollés qui représentent 199 accusés. Alors, il faut comprendre pourquoi le directeur des poursuites criminelles et pénales, les procureurs ont déposé les nollés. Souvent, c'est en raison de l'absence de disponibilité de la Cour. Donc, le changement de ratio, comme je le disais préalablement tout à l'heure, le changement de ratio a eu un impact, puis je l'avais annoncé que ce changement de ratio unilatéral-là, le fait de diminuer le nombre de jours siégés, allait faire en sorte que quand les procureurs sont prêts à fixer, s'il n'y a plus de date de disponible, souvent ils retirent pour faire en sorte de protéger d'autres dossiers. Alors, derrière chaque dossier, il y a une personne victime, et c'est pour ça que j'avais dénoncé fortement le fait du changement de ratio. Alors, là, on est dans le crunch du nombre de nollés, mais il reste encore des dossiers à risque qui risquent de faire l'objet de nollés au cours des prochains mois. Monsieur le député Jean Talon. Est-ce que le ministre pourrait nous confirmer qu'en 2020-2021, c'était 12 demandes qui avaient été présentées? Il faudrait que je vérifie, mais... C'est ce qui avait été répondu, en tout cas, à une question de ma collègue de l'époque. Normalement, les chiffres du ministère sont fiables. Puis juste vous dire, il y a 139 nollés qui ont été déposés à la Cour itinérante sur 238, donc à peu près la moitié des nollés qui ont été déposés sur la Cour itinérante. Est-ce que le ministre pourrait s'engager à nous fournir les chiffres pour 2021, 2022, 2022, 2023? Bien, je pense que ce sont des chiffres qui sont déjà sur le site Internet de l'Assemblée nationale dans le cadre des crédits budgétaires. Est-ce que le ministre les a avec lui aujourd'hui? Je ne les ai pas avec moi. Très bien. Donc, l'explication du ministre pour cette augmentation très importante entre cette année et les années précédentes? Oui. Mais le changement de ratio, honnêtement, vous ne pouvez pas passer d'un ratio de 2 pour 1 à 1 pour 1 quand vous vous retrouvez dans une situation où les juges unilatéralement, avec la décision de la juge en chef Rondeau, dit « Nous autres, là, on enlève des disponibilités de salles de cours. » Suite à la pandémie, là, on était déjà au fer rouge, là, puis la réaction de l'ancienne direction de la Cour du Québec, ça a été de dire « Nous autres, on implante un ratio d'une façon unilatérale sans parler à personne, sans parler au DPCP, sans parler au ministère de la Justice, sans parler aux avocats de la Défense, sans parler à la Commission des services juridiques. On arrive, on dit « Nous autres, on ferme des salles de cours. » Comment pensez-vous que ça a un impact sur l'ensemble de l'écosystème du système de justice? Alors, heureusement, on a eu une entente. La page est tournée et on travaille dans l'intérêt des citoyens. Je peux dire la bonne collaboration que nous avons de l'ensemble des partenaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait la table justice, d'asseoir tout le monde et de dire, à faire en sorte que tout le monde a une responsabilité, comme nous l'enseignait la Cour suprême dans la décision de Jordan, de dire comment est-ce qu'on peut bien faire fonctionner le système de justice. Parce qu'au bout de la ligne, là, quand il y a un arrêt des procédures ou un nollé, là, c'est une personne victime qui a eu le courage de dénoncer. C'est une personne victime qui n'obtient pas justice. Donc là, pour que les Québécois qui nous écoutent comprennent bien, on parle beaucoup de l'arrêt Jordan. Ça, l'arrêt Jordan, c'est plus tard, c'est quand on est obligé d'arrêter les procédures parce que ça a pris trop de temps. Là, on parle de quelque chose qui arrive avant, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas avancer le procès. La poursuite décide elle-même qu'il n'y en aura pas. Et là, si je comprends bien la réponse du ministre, il blâme les autorités judiciaires et il dit « Le ministère, moi comme ministre, je n'ai aucune responsabilité dans cette augmentation fulgurante des décisions du DPCP de ne pas procéder avec des dossiers. » Est-ce que j'ai bien compris la réponse du ministre? Placez-vous dans la position d'un procureur pour poursuite criminelle et pénale qui a reçu la preuve de la police, a décidé d'autoriser le dossier et constate qu'il y a une infraction criminelle. Son travail, avec sérieux, dit « Moi, je représente l'État. Il y a eu une contravention aux règles de la société. Je dépose des accusations. » Le procureur pour poursuite criminelle et pénale se présente à la Cour pour avoir une date de cours.
pas de date de cours disponible ou pas de date de cours disponible à l'intérieur des délais de 18 et 30 mois. Puis derrière ça, là, le chariot du procureur pour poursuites criminelles et pénales, là, il est plein de dossiers. Il est plein de victimes. Et s'il ne fixe pas le dossier qui vient suivant sur sa liste, à la place du dossier qui est déjà hors délai, il va se retrouver à remettre l'autre dossier hors délai aussi avec une requête en arrêt des procédures. La mécanique dans laquelle le système de justice a été pris en otage par l'ancienne direction de la Cour du Québec n'avait aucun sens. Je l'avais dit, je l'avais affirmé, et c'est pour ça que je me suis battu aussi fort pour faire en sorte que le droit des victimes d'avoir un procès soit en place, puis pour faire en sorte qu'on change nos façons de faire, puis qu'on mette le système de justice criminelle sur la bonne track, ce qu'on a fait avec votre collaboration sur le projet de loi 54, avec la table justice, et je vous en remercie. Merci. Très bien, mais sur cette question-là, donc des dossiers qui ne procèdent même pas, qui ne commencent même pas dans des dossiers criminels, je comprends bien que la réponse du ministre, c'est qu'il s'en lave les mains, il n'y a pas de responsabilité. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre dossier. On me prête des intentions. Je m'excuse, Monsieur le Président, mais s'il y a quelqu'un qui prend ça au sérieux, je pense que c'est bien moi. Jour 1, où la Cour a annoncé le changement de ratio, Monsieur le Président, on a fait en sorte de poser des actions. On a alerté, on s'est assis, tout ça, on a travaillé en collaboration avec le DPCP, avec la CSG, avec l'ensemble des partenaires, Monsieur le Président. On ne prend pas ça à la légère. Les victimes, Monsieur le Président, on s'en préoccupe, puis je pense que notre action gouvernementale démontre tout le souci qu'on a de bien faire fonctionner le système de justice. Monsieur le Président, je n'ai fait que résumer la réponse du ministre. Maintenant, j'aimerais aller sur un autre dossier où c'est une responsabilité du ministre. On a eu des échanges en Chambre relativement à l'alerte qui a été lancée, très grave, par l'Association des juristes et notaires de l'État quant à des interférences dans leur travail de juriste. Le ministre a dit en Chambre qu'il allait faire des vérifications. J'aimerais obtenir du ministre des éclaircissements ou des nouvelles de ces vérifications. Merci. Monsieur le ministre. Alors, comme j'avais dit, j'ai demandé au ministère de la Justice de faire des vérifications relativement au communiqué qui a été émis par l'ANEC. Suite aux vérifications, Monsieur le Président, il n'y a pas de dossiers qui ont été portés à mon attention relativement où il y aurait eu des interventions. Donc, dans le cadre de la convention collective de l'ANEC, c'est possible pour un juriste, s'il constate que son indépendance pourrait être mise en cause, de refuser de signer un avis juridique et de faire également un grief en lien avec une intervention. C'est prévu dans la convention collective. On n'a répertorié aucun grief associé à cela et on n'a répertorié aucune situation où un juriste a refusé de signer, supposons, un avis juridique. Alors, moi, je compte sur le travail des juristes de l'État. Vous pouvez le voir, je suis accompagné de plusieurs juristes de l'État. Ce sont des gens compétents, qualifiés et qui travaillent pour le bien de l'État québécois. Est-ce que le ministre pourrait nous confirmer si oui ou non il a été personnellement témoin ou s'il est personnellement au courant d'interventions ou de représentations de ministres ou de membres des cabinets des ministres pour faire modifier des conclusions, l'argumentaire, des allégués de procédure? Les juristes de l'État font leur travail en toute indépendance. Je peux vous le confirmer et l'affirmer. Et il faut toujours se rappeler que le ministère de la Justice est celui qui emploie plus de 600 juristes. Et le jurisconsulte du gouvernement, de par la loi, c'est le ministre de la Justice. Et le procureur général du Québec, c'est le ministre de la Justice. Et moi, je suis imputable dans ma fonction de ministre des procédures judiciaires, des avis juridiques également qui sont donnés à mes collègues au ministère, au sein de l'État québécois. Et je peux vous affirmer, Monsieur le Président, que je prends mon travail très au sérieux relativement aux conseils qui sont donnés, notamment à titre de président du comité de législation, oui, à titre de jurisconsulte du gouvernement. La question au ministre est oui ou non. A-t-il été témoin personnellement ou est-il au courant personnellement de tel type d'intervention auprès des juristes et notaires de l'État? Oui ou non? La réponse à cette question-là, c'est que mes collègues n'interviennent pas dans les dossiers. Mes collègues sont dans une situation où ils se font conseiller par les juristes de l'État, autant en matière de conseils, d'avis,
Autant également en matière de procédure judiciaire. Vous le savez, on a plusieurs collègues qui sont visés parfois par des poursuites. Même lorsqu'on est député, parfois, on peut être visé par des poursuites. Notamment, un de vos collègues est également visé par une poursuite judiciaire en lien avec ses activités de parlementaire. Et les juristes de l'État sont là pour conseiller adéquatement, Monsieur le Président, l'ensemble des juristes. Donc, je comprends qu'après avoir posé la question 2 fois, je n'ai pas de réponse à la question de savoir je viens de vous répondre. Oui, il n'y a pas d'intervention de la part des membres du Conseil des ministres. C'est pas ma question et je oui, n'ai pas eu de question. réponse 2 fois à la question, alors c'est noté. Maintenant, j'aimerais vous amener à la LIVAC. J'aimerais savoir, sur la question... Oui, Monsieur le Président. J'aimerais savoir du ministre relativement à la cessation de versement de l'indemnité de remplacement de revenus pour les victimes d'actes criminels. Nous avons tous entendu parler du dossier de Mme Amélie Lacroix. J'aimerais savoir du ministre quel est le montant, combien de personnes verront leur indemnité de remplacement de revenus cesser en octobre 2024? Bon. On est dans une situation où, au niveau de la mécanique de la loi, lorsqu'on a fait le projet de loi pour la réforme de l'IVAC, les personnes qui bénéficiaient d'une indemnité temporaire, dans le fond, sous l'ancienne loi, donc bénéficient de l'indemnité temporaire jusqu'au 13 octobre 2024. Au 13 octobre 2024, malgré le délai de 3 ans entre 2021 et 2024, s'ils bénéficiaient de l'indemnité au préalable, ça démarrait en 2021. Ensuite, ça les amène jusqu'en 2024. Rendu au 13 octobre 2024, il y a 4 cas d'espèce qui peuvent s'appliquer aux gens qui sont sous ce régime-là. Premier cas d'espèce, si la personne a toujours un lien d'emploi et est en incapacité de travailler, elle pourra bénéficier d'un 3 ans supplémentaire, donc jusqu'en 2027, et possiblement par la suite d'un 2 ans supplémentaire jusqu'en 2029. À la suite de ça également, si vous êtes, pour les gens qui sont en situation d'incapacité de travailler, de réaliser les activités habituelles, exemple le ménage, l'épicerie, la cuisine, rapidement, parce qu'il reste 1 minute, allez-y, monsieur. Également, ils ont leur Monsieur le Président, peut-être que Monsieur le ministre m'a entendu. Je sais qu'il y a des aspects positifs à la réforme qu'on a appuyés. Maintenant, il y a peut-être un problème dans la réforme, puis des fois, c'est pas parfait ce qu'on fait. Je lui pose des questions très simples, puis je vais lui dire pourquoi je pose la question. Combien de personnes sont concernées? Ça coûte combien à l'État? Est-ce que le ministre pense que c'est une bonne idée et que c'est une bonne économie des deniers publics que de priver des gens qui ont été victimes d'actes criminels aussi atroces que l'assassinat de leurs enfants d'une indemnité le temps qu'ils se reconstruisent et qu'ils redeviennent capables de fonctionner en société? Monsieur le Président, secondes, Monsieur le ministre. On est en 2024. Avec les offres qu'on propose actuellement, ça va jusqu'en 2029. Ça va? Est-ce que j'ai encore du temps? 7 secondes. Combien de personnes? Ça coûte combien? Est-ce que c'est une bonne idée de les priver d'une indemnité? Merci beaucoup.